Parlons maintenant du modèle de phénomène. Alors, quels sont les phénomènes à la base de la connaissance? Par exemple, la fermentation au moment de la préparation du pain est un phénomène qui tourne autour de la réalisation de cet objectif. Ce sont ces phénomènes que l'on cherche à identifier à travers les phénomènes généraux qui sont à la base des savoirs. Ces phénomènes parlent aussi parfois de processus ou d'effets, sont ceux que l'on cherche à maîtriser, connaître, déclencher, optimiser ou modérer dans l'activité métier à laquelle on s'intéresse. On parle alors de phénomènes métiers. Les phénomènes considérés sont en général traités par des sciences physiques, chimiques, biologie, sociaux, etc. Ils font donc l'objet de grand nombre d'études, de publications, d'enseignements dans ces disciplines. En général, ces phénomènes relevant d'une observation qualitative sont décrits par des modèles quantitatifs, à savoir des modèles mathématiques, des modèles qui sont numériques, des modèles d'automatique, etc. Ce qui rend ces phénomènes compliqués pour une appréhension globale et donc souvent insuffisants pour des actions de gestion de connaissances, éventuellement la réalisation des tâches par un expert nouvellement recruté ou bien un système intelligent ou un robot. Cependant, le métier auquel on s'intéresse dans le cadre d'un projet de gestion des connaissances aborde toujours ces phénomènes selon une vision qui lui est propre. L'expérience montre que ces modèles sont indispensables et complémentaires avec des documents habituels tels que des articles scientifiques ou bien des présentations ou bien des catalogues. De plus, alors la description de la vision métier des phénomènes permet de positionner les termes du domaine qui servent aux employés de manière précise pour d'autres points et pour d'autres documents. Alors le plus souvent, les phénomènes étudiés sont énoncés verbalement ou bien ils sont décrits textuellement d'une façon plus ou moins structurée, bien sûr sans guide, et c'est souvent insuffisant pour reprendre le phénomène ou bien le restituer qualitativement. Alors, les nombreuses interactions qui doivent être prises en compte sont délicates à identifier et le sens des termes utilisés doit être précis. Alors, les modèles visuels sont plus performants pour prendre en compte la complexité car ils privilègent les interactions entre les termes utilisés et permettent une meilleure vision globale. Une telle approche est courante. Par exemple, plusieurs approches graphiques sont utilisées dans les différentes disciplines scientifiques en complétant des modèles qualitatifs. La méthode MASC propose un diagramme générique pour restituer les modèles qualitatifs des phénomènes à décrire dans un projet donné. C'est un diagramme relativement original dans les approches de modélisation. Il est parfois difficile d'utiliser au début, mais de nombreux projets où il a été utilisé ont montré leur pouvoir structurant et synthétique. Alors, un phénomène, il prend sa source dans un système qu'on identifie et qui s'appelle un système source. Dans ce système, alors se produit un phénomène, ou bien plusieurs phénomènes, et on appelle donc ça le phénomène source, ou bien l'action source. Ce phénomène source est à l'origine d'un flux. Hein. Ce flux, il est plutôt... c'est un flux de matière, par exemple, d'énergie, d'information, ou encore un flux qui est cognitif ou émotionnel. Ça peut être aussi un flux financier, n'importe. Dans une activité, un métier donné, on regarde de l'interaction de ce flux avec un autre système qu'on appelle le système cible. Alors, cette interaction est relevée par un phénomène qui se produit au sein de ce système et qu'on appelle le phénomène cible. Alors, le phénomène à décrire est donc caractérisé par une interaction via un flux entre deux sous-systèmes. Pour rendre la description complète, on rajoute ce qu'on appelle le champ actif. Il est constitué des objets qui ne font pas à proprement parler partie du phénomène considéré, mais qui agissent sur lui. Par exemple, dans un phénomène d'incendie, le champ actif comprendra les conditions météorologiques qui ne font pas partie du phénomène, mais qui influencent fortement en chimie. Le catalyseur constitue aussi un exemple classique d'élément du champ actif pour le phénomène de la réaction considérée. Alors, le champ actif est une sorte d'environnement d'influence et décrit des boutons sur lesquels on peut agir ou les paramètres qui doivent être pris en compte dans l'étude de l'interaction entre le phénomène source et le phénomène cible.
Les relations d'un phénomène avec son environnement sont décrites avec ce qu'on appelle des événements initiateurs ou bien un événement initiateur. On peut aussi appeler ça un événement déclencheur. L'événement déclencheur regroupe les événements qui conditionnent l'activation du phénomène dans sa globalité. D'autre part, en sortie, on définit la conséquence du phénomène qui regroupe l'ensemble des événements qui sont les conséquences favorables, positives ou négatives du phénomène dans l'activité, le métier concerné par le domaine de connaissance. Alors, chaque élément du modèle est précisé par des caractéristiques, parfois ça peut être des propriétés ou bien des attributs, qui sont des grandeurs, des paramètres, des observables, que ce soit quantitatif ou qualitatif, qui permettent aux experts et aux personnes du métier en question de caractériser et de reconnaître les éléments décrits dans le phénomène. Alors, les phénomènes, ils peuvent être reliés par des liens de causalité ou bien d'enchaînement d'influence et fournir ainsi des scénarios de phénomènes qui complètent la description du domaine. Celle-ci est en général complétée par des flèches qui sont descriptives ou autres rédigées par des experts pour chaque phénomène. Alors, cette flèche descriptive, c'est une transcription en texte du diagramme faciliter sa compréhension. Elle peut contenir des informations qui sont supplémentaires, il peut contenir des plans, il peut contenir des photos. Hein. Donc la fiche scientifique complétée par le diagramme et la fiche descriptive avec les informations scientifiques qui sont disponibles sur le phénomène, typiquement il contient des équations, des courbes, des ordres de grandeur, des exemples de calcul, des résultats d'expérience, mais parfois tout simplement du texte descriptif du phénomène. Des fichiers documentaires ou bibliographiques relient le modèle du domaine à la documentation disponible. Ça aussi, c'est possible pour enrichir le modèle. Et pour chaque phénomène, la fiche documentaire associée est constituée de la liste des références des documents qui sont pertinents pour ce phénomène. Si on parle d'un domaine aussi complexe que le domaine nucléaire, par exemple, ou la neuroscience ou quelque chose comme ça, et donc absolument, il y a des documents qui sont complémentaires, qu'il faut relier avec le phénomène à ce niveau-là. Les références documentaires les plus importantes peuvent être soulignées parmi toutes celles qui sont fournies dans la fiche. Bien sûr, la fiche peut contenir une liste qui est plutôt exhaustive. Alors, avant d'expliquer l'exemple, j'aimerais quand même donner quelques remarques. Donc, dans certaines activités, les phénomènes sont implicites et inconscients. Par exemple, les phénomènes physiques et chimiques, transformation par exemple des aliments à la cuisson, ne sont pas connus de manière scientifique par le cuisinier. Et pourtant, il les maîtrise. Cette connaissance qu'on appelle inconsciente des phénomènes est constituée par l'observation et par l'expérimentation. Si la personne ne connaît pas le fonctionnement interne, il maîtrise les moyens de modérer ou amplifier ce phénomène, réduire ou augmenter le feu de la cuisson, par exemple, augmenter le temps de cuisson, etc. Et c'est aussi souvent le cas, par exemple, pour des phénomènes qui sont psychologiques, chez des vendeurs ou des personnes en interaction avec d'autres ayant à gérer cette relation. On ne comprend pas le phénomène proprement dit, physiquement et chimiquement, et scientifiquement en général, mais on le maîtrise avec de l'expérience. Ma deuxième remarque, les phénomènes sont extraits du récit de la connaissance et proposés ensuite à la personne. Même si la connaissance du phénomène est inconsciente pour la personne interviewée, et même si elle n'en a pas une connaissance scientifique, les modèles sont souvent très riches. Donc, il ne faut pas dire que, puisque la personne ne comprend pas scientifiquement, on ne peut pas représenter qualitativement le phénomène, que ces remarques ne vont pas être pertinentes. Un phénomène peut bien se dérouler et atteindre l'objectif attendu, mais il peut aussi être la cause d'un échec et il peut avoir des conséquences qui sont négatives. Il n'est pas maîtrisé. Alors, et le plat, par exemple, si on reste sur l'exemple de cuisinier, qui est un très bon exemple de gestion de connaissances, le plat n'est pas bien cuit. Alors, le phénomène peut être modélisé dans ces deux déroulements, soit sur un seul schéma, soit pour plus de clarté sur deux schémas. Voilà. Donc, puisqu'on a fait le tour des différents composants de ce phénomène, j'aimerais quand même récapituler. Alors, je disais que le diagramme de phénomène, le modèle de phénomène, est un modèle qui est représenté avec cette grande ellipse, avec les petites ellipses à l'intérieur.
Alors, il y a une symétrie dans ce modèle. Alors, il y a des éléments qui sont en input, comme vous le voyez, et des éléments qui sont en output. Commençons par ce qui est à l'intérieur de l'ellipse. Il y a les lieux d'observation de l'activité du flux et il y a les lieux d'observation de la réception des flux. Alors, ça permet de spécifier les endroits où on va. Et les endroits, ce que je dis l'endroit, ça dépend du contexte. Ça peut être une variable, ça peut être un résultat consultable, une remarque. Et puis les différentes activations de flux avec les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, avec un lien de causalité entre l'activation du flux et l'effet de la réception du flux. Donc, un lien de cause à effet. Et bien sûr, il y a la flèche descriptive qui permet de représenter l'émission, la propagation, la mise en relation, la réception de la chose. Puis, il reste le rectangle, l'ellipse en haut, c'est l'ellipse qui représente les catalyseurs, les phénomènes, les environnements qui influencent ce phénomène, qui sont plus ou moins externes, mais qui permettent de toucher directement le phénomène. Et bien sûr, pour ce qui est des deux rectangles qui sont à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les événements déclencheurs. Donc les événements déclencheurs et puis les conséquences observées suite au déclenchement. Et bien sûr, ces événements déclencheurs et ces conséquences, ils peuvent être désirés ou non désirés, déclenchés aléatoires, positifs ou négatifs, de préférence, il faut spécifier. Voilà, donc si on veut représenter les différents composants d'un phénomène, on peut les cartographier ainsi. Donc un phénomène, il y a une source, il y a un flux, il y a une source, bien sûr, un système source et un phénomène source, et on a expliqué la différence. Puis il y a une cible avec un système cible et un phénomène cible. Et puis il y a le flux, il y a les paramètres d'influence, il y a l'événement initiateur et il y a les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour modéliser un phénomène, pour modéliser un phénomène? Alors là, je vais expliquer pour une fois cette démarche et on va la poursuivre pour l'ensemble des modèles qu'on va expliquer. On va utiliser la méthode masque pour expliquer la méthode masque. Comment ça? Alors, on va utiliser des modèles de tâches, on va utiliser des modèles de tâches de la méthode pour expliquer la méthode et pour expliquer les différents niveaux de la méthode, parce que ça va nous permettre bien sûr de maîtriser ce modèle, mais aussi de se familiariser plus avec le modèle. Alors, pour modéliser un phénomène, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain? Alors, la première des choses, il faut faire ces 4 éléments-là en parallèle. Il faut préciser le phénomène. Parfois, face à un problème à résoudre, on a plusieurs phénomènes qui tournent autour. Si on reste sur l'exemple de réaliser un plat, et donc réaliser le pain par exemple, il y a le phénomène de fermentation, il y a le phénomène de cuisson, qui sont 2 phénomènes qui sont liés au même problème, bien à la même connaissance. Ensuite, il faut lister l'ensemble des événements qui engendrent le phénomène. C'est des événements qui sont déclencheurs ou bien des événements qui sont initiateurs. Puis, il faut lister l'ensemble des événements, des propriétés qui résultent des phénomènes étudiés. C'est directement les conséquences. Si ce phénomène se produit, que va-t-il se passer? Et à la fin, il faut déterminer l'ensemble des éléments et des variables qui influencent le phénomène sans en faire partie. Donc les éléments extérieurs qui influencent. C'est une réflexion qui est plutôt logique pour faire le tour du phénomène. Mais là, encore une fois, pour pouvoir préciser le phénomène, comment ça marche? Alors d'abord, il faut préciser le phénomène par une description qui est informelle, verbale le plus souvent. Puis, il faut donner un intitulé précis à ce phénomène. Et aussi, il faut préciser si le phénomène est positif ou négatif. Donc, le phénomène de brûlure du plat, c'est un phénomène, mais qui est plutôt négatif. Et aussi, on peut le décrire avec les causes et les conséquences. La liste des événements qui engendrent le phénomène, donc une chaleur qui est très
forte, un temps de cuisson qui est dépassé, peut-être un mauvais matériel, peut-être des circonstances qui sont particulières, et puis les conséquences, que va-t-il se passer? Alors, pour modéliser le phénomène, il faut aussi faire ce qu'on appelle identification du flux généré. Il faut identifier le flux généré. Ce flux, il est entre une source et une cible. Il faut identifier une cible, identifier une source au niveau de ce phénomène, et puis identifier le flux qui est généré entre cette source et cette cible. J'explique comment faire pour identifier une source. Alors, pour identifier une source, il faut d'abord identifier la localisation où l'on observe la naissance du phénomène, c'est-à-dire il faut identifier le système source, où se produit la préparation du pain. Donc, soit on va dire le robot va faire le pain, ou bien on va être un peu plus générique et dire dans la cuisine du palace X ou Y, dans la pâtisserie Paul, donc on va définir le système source. Alors, une fois on définit le système source, donc on voit ici ce symbole parallèle, on va revenir sur ça lorsqu'on va expliquer le modèle de tâche, c'est des choses qu'il faut faire parallèlement. Il faut identifier le système source, il faut identifier le phénomène ou les phénomènes sources qui engendrent le flux, qu'est-ce qui cause ça, besoin éventuellement, indiquer des paramètres qui sont qualitatifs et quantitatifs pour caractériser le système source pour le phénomène. Et donc, dans ce cas-là, on identifie des paramètres, mais aussi, pour ce qui concerne la cible, ça permet de lister des paramètres essentiels qui pourraient servir à faire une simulation du phénomène. C'est les vrais inputs de la chose. Et puis, il faut également indiquer les paramètres qualitatifs et quantitatifs utiles pour caractériser le phénomène source pour le phénomène étudié. Comment faire pour identifier le flux? Alors, pour identifier le flux, il faut identifier la nature du flux. Est-ce que c'est un flux qui est plutôt chimique, physico-chimique, énergie, information? Le plus souvent, c'est un flux d'information, mais avec le flux d'information, il y a parfois des phénomènes qui sont chimiques, physiques ou énergétiques qui se produisent. Alors, s'il s'agit de... il y a deux alternatives. S'il s'agit d'un phénomène de type physico-chimique ou informatique, alors là, il faut préciser la nature des flux. Il faut les spécifier, les quantifier, les exprimer. S'il s'agit d'un phénomène de type psychosociologique, alors là, il faut préciser la nature de flux, dire que c'est une information, c'est cognitif, c'est émotionnel, machin, truc. Alors, mais aussi, il faut continuellement indiquer les paramètres ou les modèles qui caractérisent ce flux. Donc, pour chaque flux, il faut donner des caractéristiques ou bien des paramètres de ce flux. Les choses deviennent un petit peu compliquées, mais là, il faut rentrer dedans. Il faut que chaque composante du diagramme de phénomène, il doit être fait avec finesse ou minutieusement. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à expliquer les phénomènes qui tournent autour de la connaissance, on ne peut pas traduire la connaissance. On ne peut pas expliquer comment on va résoudre ce problème. Alors, passons maintenant au troisième point, à savoir, bien sûr, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de casser de rentrer à l'intérieur de ces tâches-là. Donc, les tâches qui ont un nombre, c'est des tâches qui doivent être cassées, qui doivent être expliquées à l'intérieur. Passons maintenant à l'identification de la cible. Donc, pour identifier la cible, il faut identifier la localisation où on observe l'effet du flux. Donc, c'est le système cible. Il faut identifier les événements qui décrivent les interactions de flux avec le système cible. Donc, c'est les phénomènes cibles. Il faut identifier les paramètres qui caractérisent le système cible pour le phénomène étudié. Et il faut identifier les paramètres qualitatifs, quantitatifs qui caractérisent le phénomène cible pour les phénomènes étudiés. Alors, en identifiant ça, donc on va éventuellement identifier c'est quoi la cible. Donc, un système cible, des phénomènes cibles, des phénomènes étudiés et des phénomènes cibles étudiés.